facile avec ce que va nous dire M. Ruben Pescadera, qui est du Collège de l'Europe, et si je ne me trompe pas, qui a beaucoup écrit sur la communication, en particulier numérique, sujet. Et M. Ruben Pescadera abordera la notion de la communication politique, moteur pour la création d'une identité européenne, le rôle des institutions européennes. Je l'ai pas dit tout à l'heure, la parole de 10 secondes, les interventions sont à peu près calibrées sur 20 minutes et je vois qu'on les respecte parfaitement et on se laissera peut-être un peu de temps pour répondre ensuite aux différentes questions ou entendre vos affirmations. Merci. Entendez bien? Merci beaucoup tout d'abord aux organisateurs de l'événement. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui aussi. C'est la première fois que je suis là. Donc, tout le content. Je suis là pour parler de l'Europe, ce qui m'a poussé pendant une vie académique et maintenant professionnelle aussi. Comme il a dit, je vais parler de la communication et je vais faire le lien avec la communication comme moteur pour la création d'une identité européenne. Parce qu'on entend beaucoup de fois que l'Union européenne est loin des citoyens, que l'Union européenne doit s'approcher des citoyens. Et en même temps, on se plaint souvent de la communication des affaires européennes qui ont fait des trucs de Bruxelles. On dit quelquefois que l'Union européenne est une union des élites, faite pour des élites. Et on se demande s'il y a une identité européenne que les citoyens puissent reconnaître et avec laquelle on peut s'identifier. La réponse la plus pertinente, à mon avis, c'est que nous ne pourrons jamais nous identifier comme Européens s'il n'y a pas derrière une politique de communication des institutions européennes engagée, active et responsable, non seulement des institutions européennes, mais aussi des institutions nationales, des médias et des citoyens. Pourquoi est-ce qu'il est tellement difficile de s'identifier avec l'Europe et de défendre une image positive de l'Union européenne? Il n'est pas possible de forcer les Européens à admettre qu'ils sont européens, parce qu'ils ne les imposent pas. C'est quelque chose qui vient de la volonté. Comme le disait le professeur de l'université de Harvard, Joseph Nye, c'est soft power, c'est le pouvoir de convaincre. Tout ça, l'histoire est un fondement sur lequel on peut se baser pour expliquer l'existence d'une identité européenne. Il s'agit de montrer tout ce qu'il y a en commun entre les Européens, tout ce qu'on a eu et pendant des siècles. Par exemple, nous avons partagé une pensée politique uniforme, mais aussi des bases juridiques communes, des mouvements artistiques, littéraires, mais aussi des convictions religieuses. Tout ça constitue la base de notre culture et de notre identité. Déjà depuis le Moyen-Âge, le désir d'unifier les continents autour du christianisme, c'était une réalité. Donc on peut dire que l'européisme est né au Moyen-Âge. Mais ensuite, plus tard, pendant des siècles, jusqu'au XIXe siècle, il y a eu des personnalités qui voulaient et qui avaient une pensée idéaliste sur comment réunifier le continent. Et plus récemment, au XXe siècle, des personnalités comme par exemple Schuman, Churchill, Adenauer, Monnet, De Gasperi, Spaak, Spinelli ont établi les bases de l'Union qu'on connaît aujourd'hui. Malheureusement, l'histoire de l'Europe est aussi une histoire de guerre. Les deux guerres mondiales sont en fait deux guerres civiles européennes. Donc c'est facile d'imaginer que dans un scénario belliqueux, il n'est pas facile du tout d'expliquer aux Européens, et par exemple les Français et les Allemands, que c'est la guerre entre eux, que c'est partie de la même identité. C'est exactement ça que ce que les Européens ont réussi à faire dans les années 50. Plus exactement dans les 1950, cette déclaration Schuman. Il disait que, malgré la difficulté pour communiquer, et à partir de la Deuxième Guerre mondiale, une volonté pour parvenir à des accords est émergée afin de ne plus faire la guerre entre les Européens et de commencer une époque qui puisse garantir la paix et la prospérité. Et c'est précisément dans ce moment-là quand le rôle de la communication entre en jeu. Il doit représenter son rôle fondamental, expliquer toutes les bonnes raisons et conclure des accords pour ne plus lutter entre les Européens. Expliquer qu'il y a des problèmes communs auxquels on doit faire face ensemble. Et
faut créer une interdépendance entre les peuples qui c'est des liens passés garantissant la paix entre les peuples. Et c'est ça, comme je disais, la déclaration de Schuman 1950. Il disait que l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Il se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité des peuples. Expliquer que le processus européen serait long, mais qu'il fallait faire des petits pas, est fondamental pour obtenir le support de la population des pays membres, dans ces cas-là, 6 pays fondateurs. Quand on communique sur l'Europe, donner des fausses expectatives, c'est contre-productif, parce que ça provoque de la désillusion, de la déception de la citoyenneté. Il faut communiquer de façon réaliste, et pour ça, il est nécessaire de s'adapter à la réalité pour savoir quelle est la manière la plus effective de résoudre les problèmes des citoyens, comme le principe, par exemple, le principe de subsidiarité, qui est considéré par le féminisme comme un des principes fondamentaux de l'Union européenne. Si les citoyens voient que l'Europe est capable de donner des réponses aux citoyens, on va s'identifier avec les institutions européennes qui travaillent pour les citoyens. Et si on s'identifie avec, si on reconnaît le rôle des institutions, on va s'identifier plus facilement avec l'Europe. On pourrait affirmer que si on a passé les 6 États membres fondateurs à 28, comme maintenant, alors c'est évident que ce serait évident que la communication faite à Bruxelles a été un succès. Mais par contre, au début de l'intégration européenne, c'est relativement plus facile de communiquer sur l'Europe et d'expliquer la nécessité de l'Europe, puisque la guerre était récente. Et l'engagement avec la paix et la prospérité des pays européens représentait une motivation majeure. C'est pour ça que nous devons maintenant renouveler le discours institutionnel et une nouvelle narrative européenne. On doit profiter de la situation, par exemple, post-Brexit, pour ouvrir un débat partout en Europe, aussi au niveau local et régional, étant donné que c'est plus proche aux citoyens, en impliquant la citoyenneté et discuter des avantages et des opportunités que l'Europe nous offre. Dans les moments difficiles de crise économique et financière, comme par exemple celle qu'on a souffert pendant les dernières années, les citoyens tendent toujours à penser que les solutions aux problèmes globaux doivent se résoudre à travers les politiques nationales, ce qui est une erreur. Comme le disait le sociologue polonais Zygmunt Bauman, les problèmes globaux ne peuvent pas être résolus par des solutions locales. L'augmentation du populisme en Europe est un risque pour la démocratie. Quoi faire alors pour faire face au populisme? À mon avis, il faut élaborer une stratégie de communication politique effective, étant donné que c'est un facteur clé pour combattre les populistes qui veulent renationaliser le pouvoir en Europe. Et aussi mettre en pratique une bonne communication par rapport aux citoyens, parce que ça amène à se sentir part de ce qu'est européen. Si les citoyens voient que les institutions travaillent vraiment pour les citoyens, alors la population va se sentir européenne. Ce serait le scénario idéal, mais pourquoi cette communication n'arrive pas aux citoyens? Et par conséquent, les identités nationales semblent être plus fortes que l'européenne. Pourquoi le succès après la création d'une telle union en Europe qui a réussi à garantir la paix entre les peuples, la solidarité et les libertés, les droits des citoyens, une interdépendance économique, commerciale, monétaire pour quelques pays, et celui-là que les citoyens reconnaissent une unité européenne? J'aimerais souligner là-dessus deux facteurs qui sont clés, selon mon opinion. D'abord, la complexité institutionnelle législative en Europe, et le deuxième, l'absence des médias exclusivement européens, et l'absence évidemment d'une narrative européenne. La complexité, les citoyens pensent que c'est très difficile de connaître comment l'Union européenne fonctionne. C'est très compliqué, la complexité institutionnelle n'est pas attractive pour les citoyens. C'est pas facile, par exemple, comme expliquer pourquoi dans l'Union européenne il y a un président de la Commission, du Parlement, du Conseil, un président tournant chaque 6 mois, un président de l'Eurogroupe. Et c'est pour ça que l'ancien secrétaire d'État des États-Unis, Henry Kissinger, s'est demandé à quel numéro de téléphone avait-il appelé quand il voulait appeler avec l'Europe. On connaît cette anecdote. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les possibles solutions? Les institutions européennes sont en train de faire des campagnes informatives, elles sont très actives dans les réseaux sociaux, mais le succès est relatif, étant donné que les citoyens voient la Commission européenne comme quelque chose de bureaucratique, soit administratif. Et c'est pour ça que la Commission, le président
président Juncker a eu comme un objectif que la Commission devienne plus politique et moins bureaucratique. À plus terme, il faut des réformes en matière d'éducation. L'éducation est fondamentale. Donc, je pense qu'il faut que tous les étudiants en Europe doivent acquérir des connaissances basiques sur l'Union européenne, sur les institutions. Comme ça, si on ne comprend pas comment l'Union européenne fonctionne, on ne pourra jamais s'identifier avec cette activité apparemment abstraite. Et évidemment, il faut connaître toujours l'histoire pour construire un avenir tous ensemble et un meilleur avenir. Et comme ça, éviter les catastrophes récentes du XXe siècle en Europe et expliquer que, comme nous dit l'écrivain français Antoine Saint-Exupéry, le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes. Et comment est-il possible que plus de 700 millions d'Européens ne soient pas ravis d'appartenir à la première puissance économique et commerciale du monde, au premier donneur d'aide au développement, à la deuxième puissance militaire du monde, si on parle évidemment en termes communs? Quelle est la raison? Moi, je dirais qu'il manque une narrative européenne simple et attractive, qui soit communiquée à toute l'Europe. Pas les messages nationaux, pas les messages européens. Les médias doivent jouer aussi un rôle fondamental. Tout d'abord, il faut reconnaître qu'il n'y a pas encore une opinion publique européenne. Les Européens s'informent sur les médias nationaux, sur la télé, la radio, ils vont aux médias locaux, régionaux. Donc ça pose des problèmes quantitatifs et qualitatifs. Les médias transmettent l'information de l'actualité nationale, mais pas trop sur l'Union européenne. Et aussi la qualité des messages transmis peut donner une confusion. Par exemple, un succès de l'Union européenne peut être transmis comme un succès pour un pays, un gouvernement national. Et à l'inverse, un échec d'un pays peut être transmis comme un échec de l'Europe. Donc la solution à cette lutte informatique, c'est d'un côté le renforcement de la communication des institutions européennes et de l'autre côté, impliquant engagement des médias nationaux avec l'information de Bruxelles. Ça, c'est fondamental. Il faut un engagement plus profond des médias nationaux, étant donné que les grandes décisions qui affectent à tous les pays viennent de Bruxelles ou de Strasbourg. Donc, c'est toujours intéressant de voir le fait de voir des médias européens qui peuvent transmettre les nouvelles européennes sans passer par le filtre national. Nous avons par exemple Euronews, la version européenne de Politico, Euractiv, et aussi la chaîne franco-allemande de TVRT. Ce sont des exemples, mais c'est intéressant de voir encore plus. Quel est le rôle des institutions européennes dans la communication? Par exemple, la Commission européenne. On sait toujours qu'il y a ces initiatives législatives, la Commission est les gardiens des traités, mais ce n'est pas trop connu les compétences en matière de communication. Et c'est la DigiCom, la Direction Générale de Communication, qui est en charge de transmettre l'information aux médias et aux citoyens, et plus particulièrement le service de porte-parole. Un des projets principaux du président Juncker, comme j'ai dit avant, c'est que la Commission doit devenir plus politique. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi une commission politique? C'est une commission qui répond aux problèmes réels des citoyens. C'est une commission avec plus de leadership. C'est une commission qui peut avoir un dialogue politique et pas technique avec le Parlement. Et pourquoi avec le Parlement européen? Parce que ce sont les architectes de l'Europe. Ce sont les défenseurs de la méthode communautaire. Donc, est-ce qu'on peut dire que la commission maintenant est politique? À mon avis, la réponse est affirmative dans la mesure où les membres de la Commission européenne ont une expérience gouvernementale. Par exemple, comme anecdote, 19 des commissaires de la Commission étaient des anciens ministres, 9 des anciens premiers ministres, 7 des anciens commissaires et 8 des eurodéputés. Donc, c'est ça ce que les citoyens veulent voir, des commissaires qui répondent, qui vont aux conférences de presse pour répondre aux citoyens. Aussi, à mon avis, il faut diminuer le numéro de membres de la Commission, comme ça serait plus effectif, plus dynamique, en éliminant la représentation nationale, parce que la Commission n'est pas le Conseil. Le Conseil est l'institution qui défend les intérêts des États membres, mais la Commission est là qui défend les intérêts européens. Donc, à maintenir la représentation nationale à la Commission veut dire penser avec une mentalité de Conseil, ce qui est tout à fait différent. Le projet de constitution européenne, en fait, prévoyait une modification en ce sens.
mais ne fut pas ratifié. Donc, je vais souligner aussi qu'aucune politique de communication pourra remplacer l'activité des institutions européennes. Mais le travail des UE sont bien communiqués, les initiatives et les propositions présentées, quelles mesures sont adoptées et comment elles s'affectent aux citoyens n'aurait aucun sens. Le service de porte-parole est très important, et le service pour les médias et pour les citoyens. La commission Juncker, ce qu'il a fait est restructurer et améliorer la façon de communiquer à travers le service de porte-parole. Il a simplifié. Par exemple, il a diminué les porte-parole de 28 à 14. Avant, il y avait un commissaire et avec un porte-parole pour inclure le porte-parole. Maintenant, il y a un porte-parole qui travaille avec plusieurs commissaires. Ce qu'il a dit, Juncker a affirmé lors de la séance qu'il a été nommé président de la Commission, il a dit en 2014 qu'il voulait une Union européenne plus grande et plus ambitieuse pour les grands enjeux, plus petite et plus modeste pour les questions de moindre importance. Et il a dit aussi qu'il faut faire mieux, il faut faire moins, mais il faut le faire en ayant à l'esprit qu'il faut rapprocher l'Union européenne et donc la Commission européenne aux citoyens, les citoyens. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Ça veut dire qu'il faut une Commission européenne qui communique sur les questions qui affectent les citoyens, sur les plans d'action avec les 10 priorités qu'il a établies. 10 priorités, pas plus comme avant, 10 priorités claires. Donc, beaucoup de gens disent qu'il faut plus d'Europe, d'autres disent qu'il faut moins d'Europe. Moi, je dis qu'il faut plus d'Europe sur les affaires où il en faut plus, mais surtout une meilleure Europe. Une Europe simplifiée où elle soit plus efficace. La communication en est un exemple. On a besoin d'une meilleure communication. Et en la simplifiant, il a fait plus accessible aux citoyens. Il y a moins de porte-parole, mais il y a aussi moins de communiqués de presse publiés. Donc, mais la répercussion a été triplée selon les données de la DINICOM. Le Parlement européen, c'est le symbole de la démocratie en Europe. On se rappelle l'élection 2014, le slogan. Cette fois est différente. Pourquoi c'est différent? Parce que c'est la première fois que les citoyens pouvaient non seulement choisir les eurodéputés, mais aussi indirectement les présidents de la Commission. Parce que les différentes formations politiques, la plupart des formations politiques avaient nommé des candidats pour la présidence de la Commission. Il faut souligner aussi le travail du Parlement européen, des bureaux dans les différentes capitales et des régions en Europe. Parce que c'est très important la communication qu'on fait à Bruxelles ou à Strasbourg et la distribuer aux différents États, mais aussi à l'inverse. La formation du terrain, des régions, des États à Bruxelles, les commissaires, le président, tout le monde puisse savoir les préoccupations et la situation politique et économique dans les différents pays. La communication au Conseil pose un problème, à mon avis. Après un Conseil européen, c'est toujours le moment des conférences de presse. C'est le moment quand les chefs d'État et de gouvernement expliquent à leur opinion publique les conclusions et les résultats du Conseil. Le problème, c'est que l'information nationale semble s'imposer sur l'information européenne dans les conférences de presse. Pourquoi? Parce qu'il y a, bien sûr, qu'il y a une conférence de presse européenne avec le président de la Commission et du Conseil, mais aussi 28 conférences de presse. Une par État membre, normalement. Donc, c'est clair que c'est qui gagne? Les États membres. Et qui perd? C'est l'Europe. Cela montre clairement le manque d'une narrative européenne, un message européen qui puisse arriver de la même façon à tous les capitales européennes. Donc, il faut plus de visibilité pour les autorités européennes après le Conseil européen. Si nous voulons une narrative unique européenne, les messages européens et les conclusions des institutions doivent être les mêmes pour tous. Les eurosceptiques, en fait, ceux qui veulent détruire l'Europe, ont réussi à créer leur propre narrative, qui leur est très utile en fait. Une narrative qui promeut la destruction de l'Europe. Ils sont capables de communiquer leurs idées avec un seul voix. Mais les Européistes ne pourront pas, parce que nous sommes divisés. Il y a ceux qui veulent une Europe fédéraliste, d'autres qui veulent une Europe des nations, il y a d'autres qui veulent plus d'Europe, moins d'Europe. C'est des plus de compétences, par exemple en matière de politique étrangère et de sécurité. Et il y a d'autres qui préfèrent maintenir la totale souveraineté sur leurs frontières. Il y a d'autres aussi qui ont préféré, dans l'histoire de l'intégration européenne, élargir l'Union européenne
et d'autres qui ne veulent pas les débattre, mais approfondir. Ce sont des débats pas nouveaux du tout, mais qui ne permettent pas à l'Europe de communiquer avec un seul point, ce qui est tout à fait nécessaire. D'ailleurs, les eurosceptiques ne proposent pas des solutions pour faire face au problème. Ils s'opposent simplement au système actuel sans vouloir écouter quel est le manque de l'Europe. Si on a toujours peur à céder une partie de la souveraineté nationale pour être plus fort en tant qu'Europe, les citoyens verront toujours de manière négative l'Union européenne et les identités nationales s'imposeront toujours sur l'européen. En somme, qu'est-ce qu'on peut faire en faveur de l'Europe en tant que citoyen? Qui sont dans la meilleure condition pour prendre l'initiative, le leadership en Europe et communiquer ce qui est vraiment l'Europe? Ce sont, à mon avis, les jeunes Européens qui doivent être critiques avec l'Europe afin de l'améliorer. On ne doit pas se contenter avec l'Europe qu'on voit maintenant parce que cela ne fonctionne pas de façon optimale, étant donné que nous ne sommes pas vraiment unis. Nous devons nous poser de nouveaux buts dans le cadre du projet d'intégration européenne, mais ce sont les jeunes Européens qui doivent communiquer sur la nouvelle Europe que nous voulons et cette identité européenne qui appartient à nous tous, aux Français, aux Allemands, aux Polonais, aux Espagnols, mais aussi aux Géorgiens et à tous ceux qui partagent les valeurs et principes européens et qui, j'espère, puissent avoir les portes ouvertes de l'Union européenne parce que la Géorgie fait partie de l'Europe. Comme j'ai dit avant, l'identité n'est pas imposée par une institution. Ça vient de la population. C'est pour ça que les jeunes Européens sont très conscients de ce qui signifie, par exemple, voyager à travers l'Union européenne, sur une retraite, un visa, un passeport. Nous sommes habitués à payer beaucoup de pays avec la monnaie, avec l'euro. Beaucoup d'étudiants sont déjà aussi habitués à étudier, travailler dans un autre pays. Le programme Erasmus, c'est un vrai succès, un des grands succès de l'Union européenne. C'est pour ça que les institutions doivent améliorer la communication, bien sûr. Mais ce sont les citoyens, et surtout les jeunes, qui doivent prendre ce leadership en Europe pour communiquer et devenir le narrateur de la nouvelle Europe. Donc la communication est tellement importante parce que les nouvelles générations de l'Union européenne sont déjà habituées, comme je dis, à vivre dans une union où les droits et les libertés sont une réalité, ainsi que tous les avantages d'appartenir à l'Union européenne. Et si on communique plus sur le passé, sur les origines de l'Union et sur tout ce que les anciennes générations ont travaillé pour avoir une Europe plus unie, les populismes augmenteront et les nationalismes représenteront de nouveau une menace pour la prospérité en Europe dont on a souffert pendant le XXe siècle. Bref, l'identité européenne est liée à une bonne communication, d'abord à Bruxelles, mais aussi à tous les points de l'Europe, des institutions, des citoyens. Sans bien expliquer l'Europe, personne ne comprendra ce que signifie être européen et jamais s'identifiera avec cette entité apparemment disparate. Le monde est en plein changement. C'est pour ça qu'il faut éveiller les jeunes à la conscience des enjeux européens. Dans la communication, les institutions doivent faire leur partie. Mais nous, les citoyens, nous avons aussi la responsabilité de nous informer sur ce qu'il y a autour de nous. Il faut être informé pour être capable de critiquer et de proposer des nouveautés. Beaucoup de choses ont changé et amélioré en Europe. La responsabilité, c'est aux citoyens européens, surtout, spécialement aux nouvelles générations européennes. Parce que comme le disait Robert Schuman, l'Europe est un problème de génération. Il nous faudra du temps, mais ce qui est préparé par les aînés n'est valable que si les générations nouvelles y apportent leur enthousiasme.